Chapitre 5. Vous avez probablement deviné ce que je vais vous raconter maintenant, et c'est pas du tout gai. Ma mère était mourante, tout le monde le savait, sauf moi. Je l'ai appris par Shunamite, qui prétendait être mon meilleur ami. On n'avait pas le droit d'avoir une meilleure amie, ce n'était pas bien de former des petits cercles, disait Tantesté. Sinon, les autres petites filles se sentaient exclues, alors qu'il fallait qu'on s'entraide pour devenir les plus parfaites possibles. Tante Vidala, elle, disait qu'être meilleure amie te poussait aux chuchottis, aux intrigues et aux secrets, qu'intrigues et secrets te poussaient à désobéir à Dieu, que la désobéissance te poussait à la rébellion, que les petites filles se rebellaient, devenaient des femmes rebelles, et qu'une femme rebelle était encore pire qu'un homme rebelle, parce que les hommes rebelles devenaient des traîtres, tandis que les femmes rebelles devenaient des femmes adultères. C'est là qu'un jour, Becca a pris la parole pour demander de sa petite voix de souris « C'est quoi une femme adultère ?» Nous, les filles, on a toutes été surprises, parce qu'il était très rare que Becca pose une question. Contrairement aux nôtres, son père n'était pas un commandant. Il n'était que dentiste, le meilleur dentiste, et toutes nos familles allaient le voir, ce qui expliquait pourquoi Becca avait été acceptée dans notre école, mais du coup les autres la regardaient de haut et s'attendaient à ce qu'elle s'aplatisse devant elle. Becca était assise à côté de moi. Elle essayait toujours de s'asseoir à côté de moi si Shunami ne la repoussait pas. Et j'ai senti qu'elle tremblait. J'ai eu peur que tante Vidala ne la punisse pour s'être montrée impertinente, mais n'importe qui, même tante Vidala, aurait eu du mal à l'accuser d'impertinence. De l'autre côté, Shunami a murmuré à Becca « Sois pas si bête !» Tante Vidala a souri, pour autant qu'elle en était capable, et a déclaré qu'elle espérait bien que Becca ne l'apprendrait pas d'expérience, car la femme adultère finissait lapidée ou pendue, un sac de jute sur la tête. Tantesté a protesté qu'il était inutile d'effrayer indûment les petites. Puis elle a souri et dit que nous étions des fleurs précieuses. Et qui n'avait jamais entendu parler d'une fleur rebelle ? On l'a regardée en faisant les yeux ronds pour afficher notre innocence et en hochant la tête pour bien montrer qu'on était d'accord avec elle. Ici, pas de fleurs rebelles. Chez Sunamite, il n'y avait qu'une Martha, alors que chez moi il y en avait 3, ce qui prouvait que son père était plus important que le mien. Que mon père était plus important que le sien. Je réalise aujourd'hui que c'était pour ça qu'elle voulait que je sois sa meilleure amie. C'était une fille râblée, avec 2 tresses longues et épaisses que je lui enviais, vu que les miennes étaient maigrichonnes et courtes, et des sourcils noirs qui la faisaient paraître plus adulte qu'elle n'était. Elle était belliqueuse, mais uniquement dans le dos des tantes. Quand on se disputait, il fallait toujours qu'elle ait raison. Si on la contredisait, elle se bornait à répéter ce qu'elle venait de dire, mais plus fort. Elle était impolie avec des tas d'autres filles, en particulier Becca, et j'avoue avec honte que j'étais trop faible pour me rebiffer. Dans mes relations avec des filles de mon âge, je manquais de caractère, alors qu'à la maison, les Martha disaient que j'avais la tête dure. « Ta mère est mourante, hein ?» m'a chuchoté Shunamite à l'oreille pendant un déjeuner. « Non, pas du tout, » ai chuchoté en retour. « Elle a un problème, c'est tout. » C'était ce que disaient les Martha. « Ta mère a un problème. » C'était ce problème qui l'obligeait à se reposer autant, qui la faisait tousser. Ces derniers temps, nos Martha lui montaient des plateaux à la chambre, mais ces derniers redescendaient sans que rien ou presque n'ait été touché dans les assiettes. Je n'avais plus trop le droit d'aller la voir. Quand j'y allais, sa chambre était plongée dans une demi-obscurité. Elle n'était plus imprégnée de son odeur douce et légère qui rappelait celle des hostas à clochettes de notre jardin. C'était comme si un vieil inconnu crasseux s'était discrètement introduit dans les lieux et se cachait sous le lit. Je m'asseyais à côté de ma mère, recroquevillée sous son lit brodé de fleurs bleues, m'emparais de sa frêle main gauche avec sa bague magique et lui demandais quand son problème serait fini. Et elle me répondait qu'elle priait pour être vite délivrée de ses souffrances. Ça me rassurait. Ça signifiait qu'elle allait se rétablir. Puis elle me demandait si j'étais sage, si j'étais contente, et je disais toujours que oui. Alors elle me pressait la main et me proposait de prier avec elle. Puis on chantait, la chanson des anges, en faction autour de son lit, et elle disait merci, et c'était tout pour ce jour-là. Elle est vraiment mourante, a insisté Shunamite. C'est ça son problème, c'est la mort. C'est pas vrai, ai-je murmuré trop fort. Elle va mieux, bientôt elle n'aura plus mal. Elle a prié pour ça. Les enfants, nous a lancé Tantesté.
À l'heure du déjeuner, nos bouches sont faites pour manger. On ne peut pas mâcher et parler en même temps. N'est-ce pas qu'on a de la chance d'avoir d'aussi bonnes choses à manger ? C'était des sandwichs aux œufs, et d'habitude je les aimais bien. Ce jour-là, pourtant, leur odeur me soulevait le cœur. C'est ma Martha qui me l'a appris, a poursuivi Shunamite dès que tante Esté a été occupée à autre chose. Et c'est ta Martha qui lui a dit, donc c'est vrai. Laquelle ? Je n'arrivais pas à croire qu'une de nos Martha, même Rosa la grognon, ait pu avoir la malhonnêteté de prétendre que ma mère était mourante. Comment je pourrais savoir ? Ce sont que des Martha, a répliqué Shunamite en rejetant en arrière ses longues tresses épaisses. Cet après-midi-là, quand notre gardien m'a eu ramené à la maison après l'école, je suis allée à la cuisine. Zilla était en train d'abaisser une pâte à tarte, Vera découpait un poulet. Une casserole de soupe mijotait sur l'un des brûleurs arrière de la cuisinière. Des morceaux de poulet en trop iraient dedans, ainsi que les restes de légumes pour les os. Et les os. Pour la nourriture, nos Martha avaient l'esprit très pratique, elles ne gâchaient pas les provisions. Penchée au-dessus du grand évier double, Rosa rinçait les assiettes. On avait un lave-vaisselle, mais les Martha ne s'en servaient pas, sauf quand on accueillait des dîners de commandants chez nous, parce que ça consommait trop d'électricité, disait Vera. Et avec la guerre, on avait des pénuries. Parfois, les Martha la surnommaient, mais entre elles seulement, la guerre de 100 ans, ou bien la guerre de la roue d'Ézéchiel, parce qu'elle ne menait à rien ni nulle part. Shunamite m'a dit que l'une d'entre vous avait raconté à sa Martha que ma mère était mourante. Qui a dit ça ? C'est un mensonge. Toutes trois se sont interrompues, comme si je les avais pétrifiées d'un coup de baguette magique. Zilla, le couteau à pâtisserie en l'air, Vera, une hache dans la main et un long et pâle coup de poulet dans l'autre, Rosa avec un plateau et un torchon. Puis elles se sont consultées du regard. « On croyait que tu étais au courant ?» a dit Zilla avec douceur. « On croyait que ta mère t'avait prévenu. Ou ton père ?» a ajouté Vera. Ça, c'était stupide. Quand aurait-il pu ? Ces temps-ci, il n'était quasiment jamais à la maison, et quand il l'était, soit il prenait son repas tout seul dans la salle à manger, soit il s'enfermait dans son bureau pour faire des choses importantes. « On est vraiment désolé, » a dit Rosa. « Ta mère est une femme bien. Une épouse modèle, a renchéri Vera. Elle a enduré son mal sans se plaindre. » Effondrée à la table de la cuisine, je pleurais maintenant, le visage enfoui dans mes mains. Nous devons tous accepter les maux qui nous sont infligés pour nous mettre à l'épreuve, a ajouté Zilla. Nous devons continuer à espérer. Espérer quoi ? ai-je pensé. Que puis-je espérer à présent ? Devant moi, je ne voyais que deuil et noirceur. Ma mère est morte 2 nuits plus tard, mais je ne l'ai appris qu'au matin. J'étais en colère contre elle de ne pas m'avoir dit qu'elle était atteinte d'une maladie mortelle, alors qu'en un sens, elle m'avait prévenue. Elle avait prié pour être rapidement délivrée de ses souffrances, et sa prière avait été exaucée. Une fois ma colère passée, j'ai eu la sensation d'avoir été amputée d'une partie de mon cœur, lequel était sûrement mort lui aussi. Je me suis prise à espérer que les 4 anges autour de son lit aient été bien réels, en fin de compte, qu'ils aient veillé sur elle et qu'ils aient emporté son âme, comme dans la chanson. J'ai essayé de les visualiser en train de l'emporter de plus en plus haut, de se perdre dans un nuage doré. Mais je n'y croyais pas vraiment.